Donc je vais aborder un texte qui finalement n'a pas été énormément commenté, sinon par Laure Michon-Berthoud, Alain Schaffner, dans le recueil en particulier de Catherine Milkovitch sur Albert Cohen et la guerre. Pour des raisons, enfin il n'a pas été tellement commenté, pour des raisons que je peux d'autant mieux comprendre que moi-même, ce texte ne m'a jamais intéressé outre mesure pendant des années, parce que, comme la plupart des textes d'Albert Cohen de ces années-là, je les trouvais un peu faibles littérairement, au regard de son art romanesque. Néanmoins, il me semble à la relecture que ce texte, que j'avais relu à l'occasion d'une visite et d'un colloque à Moscou, évidemment, c'était toujours l'occasion qui faisait le larron, ce texte mérite un réexamen. Et peut-être pouvons-nous partir de ce passage souvent cité des mémoires de Raymond Aron, où celui-ci évoque donc la France libre, où est paru ce texte. Et voici ce qu'il écrit. Dans la partie littéraire souvent faible, nous avons publié des textes de Jules Roy, d'Albert Cohen. Sartre, en lisant un de ces textes de ce dernier, réagit avec vivacité. Il en détesta le style et me dit « Qui est cet Albert Cohen ?» Il s'agissait d'un article sur l'armée allemande paralysée par l'hiver russe. Jules Roy donna aussi des textes de haute qualité. Alors, ce qui m'intéresse dans ce bref passage des mémoires, c'est d'abord l'empreinte que le texte a laissée dans l'esprit de Raymond Aron, et vous constaterez que c'est assez significatif, puisque d'abord il le désigne comme un article, et non uniquement comme un texte littéraire, et il en retient surtout un des morceaux de bravoure, à savoir la description burlesque de la débâcle allemande. Et il est vrai que c'est un des passages les plus réussis littérairement de ce texte. Il est très difficile d'ailleurs de recomposer ce qui a pu être la réaction de Sartre, bien sûr, dont il détesta le style, dit Raymond Aron. Est-ce que c'est la seule chose qu'il a détestée? Est-ce que Sartre a lu le texte en entier ou a abandonné au bout de quelques pages? C'est très difficile de le déterminer. Mais le paradoxe piquant, je dirais, dans l'allergie de Sartre à ce texte, reste qu'il y a dans Salut à la Russie beaucoup plus qu'une description de la débâcle russe lors de sa percée, son invasion de l'Union soviétique. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a bien des analyses qui, dans une certaine mesure, anticipent certains aspects des thèses même de Sartre sur la littérature engagée. Et ce croisement paradoxal n'est pas complètement sans intérêt. Par ailleurs, ce texte, bien sûr, s'inscrit dans un prisme, un éventail plus large, qui est celui d'une littérature de guerre. Littérature de guerre à laquelle se sont convertis, sous la pression des événements, nombre des écrivains les plus célèbres, au nom, par exemple, de l'honneur des poètes, pour reprendre le titre d'un recueil fameux dont je reparlerai tout à l'heure. Littérature de guerre, littérature politique, littérature engagée, littérature de circonstances, bien sûr. Et tout cela, je vais le considérer parce que il me semble que c'est un moment critique pour Cohen où celui-ci est en quelque sorte mis au pied du mur, en quelque sorte. Il se force, en tout cas, il est forcé de s'expliquer sur ce qu'est, selon lui, la littérature, sur son sens. Mais plus encore, il me semble que c'est non seulement une mise à nu de la conception de la littérature chez Cohen, mais aussi peut-être une mise à nu de ses principes éthiques, avec lesquels, d'une certaine manière, il ne s'agit plus tout à fait de tergiverser. Et il y a là une sorte de sentiment d'urgence dans ce texte qui en fait le prix. Au fond, j'aborderais presque ce texte
non comme une œuvre littéraire de premier ordre, mais plutôt comme une œuvre certes mineure de Cohen, mais qui, comme toutes les œuvres mineures, va parfois révéler plus de choses que des œuvres plus abouties, précisément parce que je dirais que les œuvres mineures laissent un peu à vif certains symptômes des contradictions qui peuvent habiter un écrivain. Alors, rappelons juste en quelques mots de quoi il s'agit. Le texte est publié en 1942 et c'est un texte qui est publié avant la bataille de Stalingrad. Nous sommes donc dans l'opération Barbarossa, la percée allemande en Union soviétique, qui se solde d'abord par des victoires écrasantes des armées germaniques et qui, tout à coup, connaît un coup d'arrêt et doit subir la contre-offensive des armées soviétiques. Je ne vais pas développer beaucoup l'aspect historique proprement dit, parce que d'abord, Alain l'a fait pour l'essentiel, et je ne vais pas répéter ce que Alain a très bien fait. Disons simplement que le texte, on peut le diviser en trois grandes, je dirais, scansions. Dans un premier temps, c'est la description des combats. L'avancée inexorable, enfin, ou qui semble inexorable, des troupes allemandes dans le territoire russe, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, la contre-offensive soviétique et la débandade des armées allemandes contraintes à une retraite piteuse. Et ensuite, une série, toujours dans ce premier temps des combats, eh bien, Cohen développe dans les chapitres qui suivent, d'une part, la notion de guerre totale, cette guerre totale qui rend possible la victoire russe. Cette guerre totale, et c'est le chapitre 4, à laquelle tous les écrivains et artistes participent en sacrifiant, au fond, la grande littérature à la propagande. Et cette première période du texte s'achève sur un éloge paradoxal de la propagande, au chapitre 5, qui oppose les grosses ficelles manichéennes de la propagande aux minauderies et subtilités de la propagande russe, aux minauderies et subtilités de la propagande française. Ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, qui constitue le chapitre 6, s'amorce quelque chose qui pourrait être interprété comme une sorte de repentir de Cohen. L'auteur, dans une sorte de pause réflexive, exprime tout à coup sa honte devant le discours de propagande auquel il est obligé de se contraindre, faisant violence à sa propre nature d'homme et d'écrivain. Et dans un troisième temps, qui est un épilogue, eh bien Cohen revient, pour le célébrer, sur l'héroïsme guerrier des Russes, qu'il décrit dans les termes d'une guerre religieuse, un miracle de la foi, qui laisse présager d'autres victoires et la levée en masse de tous les peuples. C'est le chapitre 7 et le chapitre 8. Et tout s'achève dans un long salut au peuple fédéré de Russie, au chapitre 9. Alors, ce très bref résumé permet de voir, me semble-t-il, déjà les différentes contraintes auxquelles Albert Cohen se soumet dans ce texte. C'est un texte qui, pour une part, eh bien, assume crânement les contraintes d'une littérature de combat et recourt pour cela à un certain nombre de registres que nous connaissons bien, sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, c'est-à-dire d'une part le registre épique, d'autre part le registre satirique, qui sont à la fête, je dirais, dans les premiers chapitres. Donc, c'est le premier aspect. Mais, en même temps que cette littérature de combat, Cohen livre un deuxième combat, plus intellectuel en quelque sorte, qui consiste en une discussion théorique sur la légitimité de cette littérature de combat qu'il est en train de mettre en œuvre. Et c'est un des premiers points sur lequel il faudra s'arrêter.
il y a dans ce texte qu'on pourrait appeler une sorte de contradiction performative. Vous savez, la contradiction performative, ça consiste à produire un énoncé qui, dont l'énonciation contredit le contenu. Si par exemple, Alain parlait d'Hergé tout à l'heure, évidemment, quand un des deux Dupont dit à l'autre Dupont « Est-ce que tu dors ?» et que l'autre répond « Oui », eh bien l'autre lui dit « Évidemment, mais tu ne dors pas puisque tu parles. Hein » À quoi l'autre répond « Mais tu sais bien que j'ai l'habitude de parler en dormant. » Mais évidemment, la contradiction performative, c'est de dire « Oui, je dors ». On ne peut pas dire en toute rigueur « Oui, je dors ». Il y a contradiction dans les termes. Donc, première tension qui habite le texte. Deuxième tension qui est d'ordre non plus cette fois, je dirais, énonciatif, mais éthique. Tension puisqu'il s'agit d'un côté de faire l'apologie, voire la célébration de la guerre, et de l'autre, exprimer ses états d'âme, ses scrupules. Hein. Et il y a là, cette fois-ci, non pas une contradiction performative, mais ce que j'appellerais, pour reprendre un autre terme bien connu, une injonction contradictoire. Hein. Comment, à la fois, célébrer la guerre et, je dirais, défendre une certaine idée de la morale qui semble prôner des valeurs absolument, radicalement aux antipodes, hein, des valeurs qui sont nécessaires à la victoire militaire. Il y a donc là ce que j'appellerais une littérature au pied du mur et que j'appellerais aussi tout à l'heure une littérature en état d'urgence ou sous le régime de l'état d'exception. Je développerai un peu cette idée-là dans le cours de mon propos. Alors, contradiction performative, commençons par le plus simple, a priori, hein, donc littérature de guerre où tous les coups sont permis. Hein. Là, je n'épiloguerai pas, tout cela est très très facile à repérer. Les premiers chapitres de Cohen sur l'armée allemande et l'armée soviétique hein, sont des chapitres qui reposent sur les grosses ficelles hein, de la littérature de combat, les recours au merveilleux, recours à l'allégorie, recours aux métaphores animalières, au grotesque, au burlesque. Hein, tout cela est parfaitement lisible dans le cœur du texte et, au fond, répond au code, aux conventions du genre. Hein. Je laisse donc ce travail pour aller plus vite. Repérons simplement, juste en passant, hein, que Cohen vraiment joue le jeu à fond, c'est-à-dire qu'il ne fait pas dans la dentelle, hein, et qu'il s'agisse de la description des armées allemandes en déroute, du portrait d'Hitler mangeant des choux à la crème, ou de la dénonciation des petits boches, hein, on ne peut pas dire que ici Cohen se retient beaucoup. Hein. Il y a tous les codes, y compris le code un peu machiste hein, de la célébration de la virilité soviétique contre les minauderies efféminées du dictateur chaplinesque que constitue Hitler dans le passage. Alors, tout cela est très, très convenu, je dirais, même si, évidemment, cela marche. Manichéisme, d'ensemble, évidemment, qu'on a souvent relevé, qui passe en particulier par un silence absolu qui est fait, au nom de nécessités que nous pouvons bien comprendre, sur les responsabilités soviétiques, sur le pacte Ribbentrop-Molotov, sur les responsabilités de Staline dans la désorganisation militaire qui a précédé l'invasion allemande. Hein, toutes ces objections-là sont levées très, très rapidement. Hein. Staline, au contraire, est
ça a été souvent relevé, hein, dans des passages dignes d'Éluard et d'Aragon dans leurs meilleurs jours, un homme d'une sorte de noblesse absolument immarcessible, un homme tout de bienveillance et d'intelligence. Bref, on ne va pas ici épiloguer, pas plus qu'on épiloguera sur la description des fermes collectives des Russes, leurs fermes collectives créées avec amour, leurs écoles toutes neuves, etc. C'est un véritable village Potemkin, hein, que Albert Cohen ici fabrique dans son œuvre, mais c'est facile de ne pas lui en vouloir. Nous sommes là, encore une fois, dans les nécessités d'une alliance, d'un combat qui ne demande guère de nuances. Ce qui est tout à fait, beaucoup plus intéressant, c'est que dans ce travail de stylisation, de propagande manichéenne, etc., eh bien, Albert Cohen trouve absolument nécessaire de se justifier. Il se justifie en des éloges absolument sans nuance, hein, d'une littérature enrégimentée, hein, mise au service d'un effort de guerre généralisé, d'une mobilisation totale. Hein. Et c'est l'éloge de la guerre totale, hein, que Albert Cohen fait, notamment lorsqu'il évoque la mobilisation des écrivains, des savants, des intellectuels dans cet effort de guerre. Hein. Je cite un passage, ou deux passages très révélateurs. « Tous dans la guerre. Voilà de vraies et sérieuses armées d'enfants, tout glorieux de leur service auxiliaire. Tous dans la guerre. Les savants se sont engagés. Ils sont 100 000 qui ne font plus que servir l'armée rouge. Rien d'autre ne compte. Les musiciens se sont engagés. Le compositeur Shostakovich écrit une symphonie sur la guerre dans Leningrad assiégé, et Bieli compose son chant de la colère. Rien ne compte que la guerre et sa colère. Les écrivains se sont engagés. Ils font la guerre. Ils travaillent sur commande, et c'est non un abaissement, mais une sainteté et un sacrifice, sur commande de la patrie. Afinogenov, Ivanov, Soloviev, Ehrenburg et tous leurs frères en ont marre de l'amour, des fleurs aimantes, des ciels clairs, des jeunes filles. Les œuvres nuancées, les études de l'âme humaine sont maintenant un péché. Crache dessus, frères, puis chante la guerre. Un peu plus loin, analysant la littérature de propagande, l'encre encore fraîche, la marchandise d'héroïsme est embarquée et livrée au front. Certains des écrits que j'ai lus sont gauches, mal équarris. Ils n'ont pas besoin d'être beaux. Crache sur la beauté, frère. Elle est ici une alliée de Hitler. Écrite à la hâte, dans une gare ou sous un bombardement ou dans un train, écrite dans un grand élan d'émoi, certaines de ces œuvres sont malvenues, grandiloquentes, faibles, conventionnelles, quoique sincères, ou peut-être parce que trop passionnément sincères. C'est pas bon, c'est faux, c'est raté, ça pullule de grands mots, ça boite, c'est échevelé, ça a de la flamme, c'est sublime. Alors, passage qui, je crois, est tout à fait révélateur, hein, de cette flamme qui, à son tour, agite Cohen et qui culmine dans cette formule que je trouve pour ma part tout à fait plaisante, hein, la grande littérature est réformée, hein, qui est vraiment un peu la devise qui gouverne ce propos, enfin ce texte. On voit que Cohen lui-même n'est pas épargné, puisque quand il parle des fleurs aimantes, c'est une formule de Manche-Clou, hein, que l'on retrouve dans Manche-Clou. Et bien sûr, la première victime de ce règlement de compte contre la littérature élitiste, c'est Proust, hein, lui-même. Voici que ce grand admirateur de Proust répudie donc la grande littérature et les intermittences du cœur des personnages proustiens. Bien sûr, Giraudoux en prend pour son grade. Tout cela est tout explicite, et je relèverai que nous sommes là, et c'est pourquoi j'avais commencé par Sartre, dans une conception qu'on pourrait hâtivement considérer comme sartrienne. Le Sartre de qu'est-ce que la littérature, et de pour une littérature engagée, hein, qui va s'exprimer après la guerre, qui va, sans complexe, hein,
je dirais, soutenir la nécessité d'une littérature utile par opposition à la poursuite spirituelle du chef-d'œuvre que Sartre annonce comme littéralement hors de propos. Alors, simplement, alors, pour vous donner un peu un rappel de ce que disait Sartre à propos de cette dénonciation de l'idéal du chef-d'œuvre, on se souvient de cette formule très frappante, très provocante. Il paraît que les bananes ont meilleur goût quand on vient de les cueillir. Les ouvrages de l'esprit, pareillement, doivent se consommer sur place. Donc, pour une littérature de circonstance, ici, il semble que Sartre devrait trouver son compte dans cette apologie d'une littérature de guerre. Cohen et Sartre, néanmoins, ne se rejoignent pas complètement sur ce propos, puisque Cohen continue à considérer qu'il s'agit là d'un état d'exception. C'est-à-dire que la grande littérature est provisoirement suspendue, pourrait-on dire, à l'issue de la guerre, mais elle n'est pas disqualifiée ad vitam aeternam, elle n'est pas hors du champ, l'art garde sa place, simplement il est temporairement mis entre parenthèses. Et ce qui arrive à l'art, on va le voir, arrive aussi à la morale lorsqu'il est question du comportement militaire. Alors, je voudrais donc insister sur le fait que non seulement Cohen défend la littérature de propagande, mais qu'il la décrit. Il la décrit, il la juge, il parle de slogans embêtants et enflammés, de petits contes pas géniaux, d'une littérature pas intelligente, qui ressasse les clichés essentiels, simples et forts, que tous comprennent et sentent. Intelligente, elle se fiche de l'intelligence et de la mesure, elle ne s'occupe que de passion. Elle dit que le nazi est un salaud, un cochon, un reptile, un bandit qui veut voler la terre russe et le bonheur russe. Elle dit que les Russes sont des anges qui tueront le malodorant reptile. Gloire aux anges et à l'ange en chef, c'est Staline. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est, je dirais, ce double travail de Cohen sur cette littérature de guerre, travail qui consiste à lui faire, d'une part, reprendre ces schémas et dans la même œuvre, à les décrire. Et on a là quelque chose qui me semble assez rare, à ma connaissance, dans la littérature de combat. La littérature de combat, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, a fait florès, on le sait, mais je ne connais guère de texte où la dimension de réflexivité, le retour, au fond, sur les mécanismes même de la littérature engagée, s'opère du sein même du texte de propagande. C'est-à-dire que, et c'est là une contradiction très forte. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, je dirais, ces arrêts critiques, ces arrêts réflexifs sur la littérature de guerre semblent absolument incompatibles avec les effets immédiatement pratiques que l'on attend d'une littérature engagée. On ne peut pas, si l'on veut que la littérature engage à l'action, dans la même parole, énoncer à la fois la parole qui engage à l'action et en démonter le mécanisme rhétorique en disant que, au fond, eh bien, tout cela reste artificiel, qu'on n'en est pas dupe, que c'est une simplification de la réalité. Si le code rhétorique de la littérature de propagande est, je dirais, dévoilé au cœur même de la littérature en question, eh bien, il peut avoir pour effet de désamorcer, tout simplement, la charge opératoire, la valeur, la vertu d'efficacité de cette parole. Donc la réflexivité est évidemment contraire, ce qui montre aussi, me semble-t-il, que ce salut à la Russie ne saurait être considéré comme un texte de propagande à destination des Russes. Sans doute pas non plus, à vrai dire, à destination de la résistance française. Peut-être davantage à destination des écrivains et artistes français pour, en quelque sorte, leur révéler ce que c'est
que d'aller jusqu'au bout d'une logique militaire et politique. Mais il est évident que Cohen joue sur deux niveaux, celui de la propagande et celui d'un atelier où le propagandiste montre son matériel, en quelque sorte. Et au passage, je relève que ce double registre, c'est exactement, vous allez me dire c'est une analogie bien bizarre, mais c'est exactement ce qui se produit dans un tout autre contexte, lorsque Solal séduit Ariane au Ritz. Que fait-il? Il la séduit, non pas en mettant en œuvre les mécanismes de la séduction, mais en les disant. C'est-à-dire que c'est le dévoilement critique des mécanismes de la séduction qui produit, ou qui est censé produire, la conquête. Vous voyez? Et c'est cette manière de gagner sur les deux tableaux, si vous voulez, qui est tout à fait frappante chez Cohen, ou de vouloir gagner sur les deux tableaux. Le tableau de l'action proprement dite, et le tableau du recul sur l'action, du recul critique et de la dénonciation critique. Vous voyez? Comment séduire comment faire agir avec un texte critique, comment séduire avec un texte qui dénonce la séduction. Hein, on a là cette contrainte qui est entièrement détournée, enfin, en tout cas, cette contrainte qui est entièrement contournée, et ce qui semble impossible est censé s'opérer. Alors, du coup, nous avons là un objet assez bizarre, un objet hybride, objet politique et objet spéculaire, hein, de propriétés qui ne vont guère ensemble. Et ce qui est vrai du paradoxe énonciatif me semble vrai plus encore je dirais, des principes éthiques que Cohen met en œuvre dans son texte. Je voudrais donc maintenant parler de cette question russe, hein, qui est un peu au cœur de notre conférence. Alors, il y aurait lieu de montrer chez Cohen, bien avant Salut à la Russie, la persistance d'un paradigme russe ou d'un stéréotype russe ou d'un signifiant russe dans toute son œuvre, dès les premiers textes, d'ailleurs dès Après minuit à Genève, hein, où il était question de réfugiés russes, bolcheviques ou autres. Et dans les premiers romans de Cohen, hein, les deux premiers, Ceux-là les manches-clous, le signifiant russe prend deux formes principales. Hein. D'une part, des références littéraires, souvent parodiques aux romans russes, aux grands romans russes. C'est parfois l'idiot quand Solal mentionne le général Ivolguin, mais ce n'est pas du tout parodique, là c'est au contraire du côté de l'éloge, ou bien c'est parodique quand il s'agit d'Anna Karénine. De manière générale, le russe ici est associé à ce qu'on pourrait appeler le grand romanesque, la grande tradition romanesque du XIXe siècle. Et les femmes de Cohen, les amantes de Solal, etc., rêvent, on le sait, d'une vie ardente et russe. Hein. Entendons par là une vie qui puisse les arracher à leur prison genevoise. Et Ariane, on le sait, a vécu elle-même une amitié passionnée avec une exilée politique russe, menchevique. Donc déjà, je dirais, avant la guerre, hein, la Russie est associée à des stéréotypes bien connus, hein, qui sont ceux de l'excès, hein, de ce que l'historien Georges Sokolov a appelé dans un titre dans le titre d'un livre sur 1000 ans d'histoire russe, la démesure russe. Hein. C'est bien cette démesure qui est prisée et qui du coup va unir dans l'imaginaire de Cohen la vieille Russie traditionnelle et la jeune Russie révolutionnaire, hein, dans une même aventure. Lorsque Cohen évoque la guerre totale, hein, voici ce qu'il dit. Totale, cette guerre des Russes, parce qu'ils la font avec amour, cette guerre est l'aventure poétique et passionnée de tout un peuple. Ils aiment cette guerre qui les fait tous fils d'une grande mère aimée. Cette guerre est l'idée maîtresse qui règne au centre des cerveaux et qui en domine tous les méandres. Les Russes se lèvent le matin et ils y pensent, obsédés comme des amoureux ou des croyants.
Les esprits religieux savent qu'une seule chose est nécessaire, il importe de bien manger, de bien dormir, de bien s'habiller. Leur âme se repaît de cette monotone nourriture. Des excessifs, Dieu les aime. Dieu les aime car le temps est précisément à l'énorme, à tous les sens de ce terme. Guerre totale qui exige un sacrifice à son tour illimité des vies, des moyens, gigantisme russe avec ses milliers de villages, ses millions de soldats, son infini cortège, ses bombardiers géants. On a à la fin une énumération homérique de l'infinie cohorte des peuples fédérés de Russie, etc. Et à cette énormité est associé eh bien, un terme sur lequel je crois il va falloir revenir, qui est celui de la naïveté. Soyons naïfs à la russe, et rêvons que tous les pays libres en guerre, les écrivains, etc., s'assemblent et après les embrassades, qu'ils sont assez jeunes pour ne pas trouver ridicule, prêtent serment de ne plus penser qu'à la guerre, de ne plus sentir que la guerre, etc. Bon. Cette naïveté russe, c'est pratiquement, à mon avis, c'est le mot-clé de ce texte sur la Russie. La Russie qui est décrite un peu plus loin comme un beau peuple primitif, vêtu de peau de mouton, grand peuple veule et sentimental, soudain transformé, de tant de force et d'audace, soudain couronné dans la paix et dans la guerre. Vous voyez, ce peuple veule et sentimental, c'est le cliché de la Russie du XIXe siècle, vu d'Europe occidentale. Tout ce qui est dit sur la Russie à l'époque, ça tourne autour à la fois de cette passivité, de ce fatalisme russe et de son sentimentalisme exaspéré. Tous ces termes qui sont au départ des termes qui sont, je dirais, à charge contre le peuple russe, tout à coup se retournent en vertu par le miracle de cette guerre totale. Force primitif, naïf, les Russes sont désormais le peuple sauveur parce qu'ils sont encore en pleine possession de leur instinct de survie, pas encore blasés. C'est à la fois un vieux peuple attaché charnellement à sa patrie et donc doté des défenses immunitaires contre l'envahisseur, et un peuple jeune qui sent que l'avenir s'ouvre devant lui. Vieux et jeune, Altneu, d'ailleurs c'est un terme que Cohen peut très bien reprendre à son compte quand il parle des Hébreux. On sait bien que Theodor Herzl avait appelé son utopie Altneuland, un vieux nouveau pays. Cette alliance d'archaïsme et de jeunesse, c'est typiquement la formule magique de Cohen à cette époque-là. Énergie primitive, énergie fondatrice qui donne aux Russes la force, par exemple, de tout détruire, sachant qu'il peut encore reconstruire. N'étant pas obsédé par son patrimoine, eh bien, le peuple russe, dit-il, eh bien, a confiance dans l'avenir. Détruire le haut et révéré Dniepostroï, qui est le Versailles de la jeune Russie. Ils avaient mis 10 ans à l'élever, et il était l'enfant préféré dont ils s'enorgueillissaient. Ils en feront un autre, plus grand, plus beau. Leur sang est jeune et ils ont confiance. Gloire à demain. Ils sont des ancêtres et non des descendants. Seuls les descendants se préoccupent de conserver. Et Moscou était toute truffée de mines. S'il avait fallu, on aurait fait sauter avec une noire ferveur, comme on a fait sauter les chantiers navals de Nikolaïev ou les grandes usines métallurgiques de la région de Dniepopetrovsk. Alors, antithèse tout à fait classique, je dirais, entre les peuples jeunes et les vieux peuples fatigués, entre les peuples chargés de siècles et ceux qui, au contraire, ont l'avenir devant eux. Antithèse que l'on retrouve dans tout le discours depuis la fin du XIXe siècle, dans tous les discours, y compris en Allemagne d'ailleurs, quand on va opposer la culture et la civilisation. La civilisation, c'est plutôt les peuples fatigués, qui vivent sur leur passé et des raffinements de leur patrimoine et de leur culture. La culture est au contraire celle des peuples qui sont encore pleins de cette sève de la jeunesse. Évidemment,
le peuple français, en comparaison, prend aussi un peu un coup de vieux, je dirais, hein, devant cette jeune nation pleine de promesses. Jeune nation qui, on ne s'en étonnera pas d'ailleurs, est associée à la croyance, hein, car les peuples jeunes, hein, les nations naissantes, sont des nations religieuses fondamentalement, et Cohen parle de la guerre totale exactement dans les mêmes termes que l'on parlerait que des termes qui désigneraient une guerre sainte. Hein. C'est la guerre de la foi. C'est un miracle de la foi qui a permis aux armées russes de ne pas fondre durant les premiers mois de victoire allemande. C'est un miracle de la foi qui a dicté aux Russes de détruire avec une sainte méchanceté de la Russie matérielle pour préserver la Russie de l'âme, etc. Donc, à plusieurs reprises, hein, le peuple russe est désigné comme un peuple de croyants, hein, par opposition au peuple blasé. Et s'il est rapproché du peuple français, c'est du peuple français de la Révolution de 89, et même plus encore de la Révolution de 93 et des comités de salut public, hein, ces nations qui croient encore en leur destin, hein, qui ne sont pas encore fatiguées. Alors, tout cela dresse un tableau tout à fait saisissant dans lequel, eh bien, les Russes sont décrits comme donc ces cohortes ces millions de soldats qui vont, la fleur au fusil, eh bien, tuer allègrement l'ennemi et l'envahisseur. Cette littérature de propagande se fait, on le voit, sur des bases qui sont des bases extrêmement traditionnelles, patriotisme, religion. Hein. Ces bases mêmes qui avaient suscité en France, dans les années de guerre, des polémiques assez brûlantes. On se souvient peut-être d'une polémique qui avait opposé Benjamin Péret, l'ancien poète surréaliste, aux poètes de la Résistance, en particulier Aragon, Éluard, Desnos, etc., qui avaient publié des poèmes patriotiques dans l'honneur des poètes, hein, et auxquels Benjamin Péret n'a jamais pardonné d'avoir ainsi renié leur engagement révolutionnaire et surréaliste au profit, hein, d'une littérature, au fond, qu'il considère à la fois comme une régression poétique et comme une réaction politique. Je cite quelques lignes de Benjamin Péret, hein, qui vient de lire l'honneur des poètes depuis Rio de Janeiro, où il se trouve. Non, il est au Mexique, je crois, en fait. Et donc, l'honneur des poètes, dit Benjamin Péret, qui comporte un choix de poèmes publiés clandestinement à Paris pendant l'occupation nazie. Pas un de ces poèmes, entre guillemets, ne dépasse le niveau lyrique de la publicité pharmaceutique. Et ce n'est pas un hasard si leurs auteurs ont cru devoir, en leur immense majorité, revenir à la rime et à l'alexandrin classique. La forme et le contenu gardent nécessairement entre eux un rapport des plus étroits, et dans ces vers, réagissent l'un sur l'autre dans une course éperdue à la pire réaction. Il est en effet significatif que la plupart de ces textes associent étroitement le christianisme et le nationalisme, comme s'ils voulaient démontrer que dogmes religieux et dogmes nationalistes ont une commune origine et une fonction sociale identique. Le titre même de la brochure, L'honneur des poètes, considéré au regard de son contenu, prend un sens étranger à toute poésie, etc. Je passe sur quelques-uns de ces passages extrêmement virulents de Benjamin Péret, hein, contre ceux qu'il considère comme des renégats. Cohen, lui, assume crânement, hein, ce reniement, et il le fait d'autant plus que lui n'a pas trop besoin de se renier, en réalité, pour revenir, au fond, à ces valeurs, hein, que sont une forme de foi un peu éperdue, hein, dans la cause de l'antifascisme et de l'humanisme. Le problème est un peu ailleurs, dans justement ce qui constitue le terreau éthique de cette apologie et de cet éloge de la guerre. Quel est le problème? Eh bien, Cohen enracine son texte politique dans
un terreau révolutionnaire, celui de la guerre patriotique des Russes contre l'envahisseur allemand. Mais il ne sait que trop que ces mêmes valeurs qu'il célèbre ici, jeunesse, force primitive, haine de l'ennemi, guerre totale, sont en faveur et ont été portées aussi par les ennemis des Russes. Son apologie de la jeunesse des nations est évidemment une sorte de miroir de ce qui, de l'autre côté de la propagande, est donné à voir. Cohen va plus loin, il dit très clairement que, et il fait comprendre que la guerre, si on doit la remporter, suppose un ensauvagement du combattant. Il faut devenir un tueur. D'ailleurs, on se souvient du chant des partisans, Ohé les tueurs, voilà, de Maurice Druon et de Kessel. Faire la guerre contre les nazis, c'est devenir un tueur. Et donc pour Cohen, eh bien, encourager la Russie, c'est faire de fait l'apologie du meurtre. Ce qui n'est pas si simple, c'est simple du point de vue pragmatique, je dirais, ce n'est pas simple du point de vue philosophique. Pourquoi? Eh bien parce que ce que Cohen sait très bien, c'est que la guerre est un état d'exception morale dans lequel eh bien, toutes les valeurs éthiques au nom desquelles on combat sont provisoirement suspendues. Le meurtre, la sauvagerie, la violence, le tribalisme, toutes ces valeurs sont suspendues au nom des nécessités du combat. Plus encore, il sait très bien que la guerre impose une sorte d'appauvrissement absolument déterminant de notre rapport au monde. Le monde tout entier se simplifie dans l'opposition entre amis et ennemis, entre ceux qui tuent et ceux qui doivent tuer, entre les agresseurs et ceux qui se défendent, etc. Et il n'est guère d'écrivain qui n'ait senti cette nécessité de l'engagement comme un appauvrissement éthique de leur être. Je pense en particulier à ce que René Char écrit pendant la guerre à Francis Curel. Ça se trouve dans Recherche de la base et du sommet. Voici ce que René Char écrit. « Je ne veux n'oublier jamais que l'on m'a contraint, pour combien de temps, à devenir un monstre de justice et d'intolérance, un simplificateur, claquemuré, un personnage arctique qui se désintéresse du sort de quiconque ne se lie pas avec lui pour abattre les chiens de l'enfer. » Donc René Char, résistant s'il en est, en privé, dans une lettre privée, se désole, non pas de la résistance, mais de cet appauvrissement éthique et spirituel auquel il se trouve contraint d'être devenu ce monstre de justice et d'intolérance. Il ne s'agit donc pas de se féliciter d'être devenu ce monstre de justice, il s'agit d'en prendre acte, de s'en désoler, comme on se désole des devoirs sévères, c'était le terme de Victor Hugo lorsqu'il parlait de la révolution de 93. Alors, ces éléments sont pris en compte par Albert Cohen, et je dirais que là où c'est intéressant au Salut à la Russie, c'est que nous avons affaire à une sorte de scène primitive. Je dirais, Salut à la Russie, c'est la scène primitive de la morale cohénienne, ou plutôt la deuxième scène primitive de la morale cohénienne. Il y avait une première scène primitive de Cohen, c'est le Mont Sinaï. Alors je sais que Combat de l'homme, c'est un peu après, mais enfin, je pense que ce scénario était bien avant, on le trouve déjà dans Solal et dans Manche-Clou. Une première scène primitive, la morale, ça naît de quoi? Ça naît, au fond, d'une sorte de
de décision folle qu'a prise l'homme de combattre contre la nature. C'est un combat de l'homme contre la nature ou contre lui-même, en tant qu'il porte bien sûr cette nature, cette bestialité, etc. Ici, au contraire, dans la guerre, il s'agit de devenir bête. De devenir bête aux deux sens du terme. Devenir bête, c'est-à-dire accepter la bêtise de la propagande, accepter la bêtise de la guerre, et donc accepter aussi de devenir une bête, c'est-à-dire une bête de proie qui tue son ennemi. Et c'est une toute autre affaire, je dirais, en termes philosophiques. La scène primitive, pourquoi je parle de scène primitive? Je l'entends presque au sens rigoureux. La scène primitive, vous savez, c'est la scène du coït des parents, que l'enfant pourrait surprendre ou s'imagine avoir surpris, et, alors qu'il ne devrait pas l'avoir. C'est donc littéralement une obscénité où pourtant se cache le secret de la naissance, qui devrait rester caché, mais où il y a quand même le secret de la naissance. Or, il me semble que l'on peut parler ici de scène primitive parce que il y a une forme d'obscénité dans cette célébration de la guerre et de la tuerie chez Albert Cohen, où il n'est question que d'infecter de haine, c'est ce qu'il dit, d'infecter de haine les soldats russes. Total, cette guerre des Russes, parce qu'ils la font avec amour, j'avais déjà cité cette phrase, cette guerre est l'aventure poétique et passionnée de tout un peuple. Aimer la guerre, c'est pas seulement combattre pour sa patrie ou aimer sa patrie, c'est aimer la guerre que l'on aime. Il y a donc une sorte d'obscénité, et cette guerre totale dont il est question, c'est un concept qui date de 1935, mais qui a des origines chez Clausewitz un peu avant. C'est un concept qu'on trouve chez Ludendorff. Eh bien, cette guerre totale, eh bien, c'est pour Cohen à la fois quelque chose d'ultra-moderne, puisque c'est vraiment la nouvelle guerre qui se livre, et c'est en même temps, ça rappelle, sans doute chez lui, ce qui est une sorte de théâtre archaïque, une sorte de guerre originaire, mais plus la guerre spirituelle de l'homme contre la nature, ça c'est de la métaphysique, mais la guerre réelle des hommes entre eux, en quelque sorte, cette guerre à mort. C'est comme si tout à coup les principes moraux étaient hypostasiés, incarnés dans de vrais peuples et de vrais hommes, et qu'il s'agissait tout simplement d'une guerre d'anéantissement littéral. Au fond, c'est comme si il y avait une sorte il y avait deux généalogies de la morale chez Cohen, une généalogie purement mentale, en quelque sorte, mais une généalogie beaucoup plus littérale. Cohen, qu'est-ce qu'il découvre au fond? Eh bien qu'avant de déclarer la guerre à la nature, il faut survivre. Qu'il y a cette sorte de précondition de l'existence morale. Cette précondition de l'existence morale, c'est la survie, c'est donc l'instinct de conservation, et que cette survie, elle repose sur des critères qui ne sont pas moraux. C'est-à-dire que les préconditions de la morale ne sont pas morales. Elles relèvent de la lutte, de la vie contre la mort, de l'instinct de survie, donc de l'instinct animal, en quelque sorte. Et il y a quelque chose que j'appellerais comme une sorte de renaturalisation de la morale chez Cohen, dans ce qui se révèle dans cette guerre. C'est pourquoi, d'ailleurs, la genèse de cette seconde scène n'a rien à voir avec l'éthique. Il n'est même pas question, ou très épisodiquement, de combattre pour un idéal. Il est question constamment de combattre pour sa patrie, à laquelle on est lié par deux passions. Les deux passions conductrices, c'est l'amour et la haine. Ce sont les deux seuls éléments, sont des éléments passionnels, et qui n'ont plus rien à voir avec la rationalité ou avec un idéal quelconque, qui sont enracinés dans la base sensible, je dirais, de l'humanité. Et c'est extrêmement difficile à admettre, en réalité, pour Cohen, au nom même de son éthique, qui est une éthique de la dénaturation. Donc, relégitimer la nature et la bête en l'homme est quelque chose qui suppose véritablement un travail considérable sur soi. Alors, comment s'en tire-t-il, pourrait-on dire? Je dirais très rapidement qu'il y a deux procédés chez Cohen
qui lui permettent, trois procédés, qui lui permettent de se tirer d'affaire, je dirais. Premier procédé, eh bien, c'est cette dissociation tout à fait étonnante et presque choquante dans le texte Salut à la Russie, qui dissocie très clairement les gouvernants en Russie et la piétaille, en quelque sorte, hein, ce qu'il appelle le fretin, le peuple enfant, celui que l'on peut manipuler, celui à qui on peut faire croire n'importe quoi, celui que l'on peut enflammer, dont on peut attiser la haine, sachant que les élites, elles, tout en agissant sur ces mécanismes passionnels, sont plus lucides, hein, quant au ressort, justement, de ces mécanismes. Donc, Cohen dit clairement, hein, en toutes lettres, que si l'on veut gagner la guerre, il faut manipuler, hein, manipuler les masses. Hein, c'est dit sans aucun complexe, hein, par Cohen, d'où le fait que la propagande française est absolument inapte à cela, parce que la propagande française, à la Giraudoux, etc., ne peut absolument pas agir sur ces mécanismes élémentaires que sont l'amour et la haine. Hein. C'est trop subtil, d'une certaine manière, pour agir sur cette sorte de gros animal, pour reprendre une métaphore platonicienne, qu'est le peuple. Hein. Donc ça, c'est la première dissociation. La deuxième dissociation, elle est plus classique, c'est celle qui va consister à dissocier, au fond, un temps et un autre, en disant, au fond, que cette suspension des valeurs éthiques demeure provisoire, mais qu'à l'horizon de la victoire, il y a la restauration des valeurs éthiques pour lesquelles on a combattu. Et notamment, c'est l'espérance messianique, c'est l'espérance républicaine, c'est l'espérance humaniste, etc. Donc tout cela est dit. Donc cette suspension n'est que provisoire. Donc on pourrait considérer ça comme une sorte de pragmatisme, c'est la fin et les moyens. Mais c'est quand même plus compliqué parce que, à l'époque où il écrit cela, il ne sait pas pour combien de temps cette morale, cet humanisme est suspendu. Or, tout le monde sait que la suspension indéterminée des valeurs morales pendant la guerre peut avoir pour conséquence, eh bien, de corrompre l'âme elle-même, hein, puisqu'il ne suffit pas de dire que la guerre est finie pour retrouver une âme vierge, une âme qui pendant des années a tué, a combattu, a haï. Hein, on se doute bien qu'elle est en quelque sorte virtuellement corrompue à son tour. Donc cette question-là, elle est posée, mais elle n'apparaît pas en toutes lettres. Elle apparaît, et je terminerai là-dessus, eh bien, sous la forme de ce que j'appellerais, enfin, de chapitres, d'un chapitre en particulier dont j'ai parlé, le chapitre 6, ce que j'ai appelé une sorte de repentir de Cohen, qui se lamente sur la nécessité où il est de chanter la guerre alors qu'il ne rêve que de beauté et de poésie, etc. Je dirais que nous avons là un procédé qui est celui de la restriction mentale, l'équivalent de la restriction mentale. Hein. Arriver à faire la guerre, à célébrer la guerre sans l'aimer, c'est la formule d'André Malraux, hein, les noyés de l'Altenbourg, hein, faire la guerre sans l'aimer, tout le chapitre 6 de Cohen consiste en une sorte, alors si on était stylisticien, on dirait une gigantesque épanorthose, c'est-à-dire une sorte de correctif inséré au cœur même de l'ouvrage de propagande, qui est comme une sorte de respiration éthique d'Albert Cohen, étouffant en quelque sorte sous l'effet de la littérature qu'il produit lui-même, hein, dans Salut à la Russie, hein, et risquant l'asphyxie, hein, dégageant en quelque sorte cet espace de poésie et de littérature qui est beaucoup plus qu'une simple respiration, mais qui est, à mon avis, une sorte de témoignage d'un résidu d'humanité, en quelque sorte, qui doit rester là à titre presque de mémoire, de mémorial, hein, d'une humanité qu'on ne doit pas entièrement perdre de vue, mais qui risque à tout moment d'être perdue de vue dans le fracas, dans le chaos de la guerre. Donc il me semble que toute cette restriction mentale, en quelque sorte, de Cohen, tient au danger que fait courir, selon lui, et à l'humanité et à lui-même,
hein, cette sorte de désir de guerre qui forcément anime le combattant antifasciste au moment de la bataille cruciale. Donc voilà, si finalement ce texte me semble malgré tout extrêmement encourageant, enfin, et intéressant, même si ce n'est pas un chef-d'œuvre de la littérature, c'est dans cette sorte de double contrainte, hein, que Cohen s'impose. Dire à la fois l'ensauvagement guerrier, le dire sans le renier, en le tenant pour une sorte de nécessité, mais maintenir en même temps vivante l'urgente nécessité de sortir au plus vite de cet état d'exception qui risque à son tour de corrompre définitivement la conscience humaine. Donc, au fond, si j'utilise une formule, il s'agit de faire sans état d'âme la guerre à la barbarie, tout en maintenant quelque part vivante eh bien, cette postulation de l'âme, hein, en quelque sorte. Donc une littérature de guerre, mais pas une littérature sans scrupule. Et c'est ce scrupule-là qui m'intéresse, hein, au fond, dans cet ouvrage de circonstances. Mais aussi, donc, cette sorte d'explication que Cohen doit avoir avec sa propre morale et les propres limites, hein, de son système moral lorsqu'il se retrouve confronté à ce que j'appelle des situations d'exception.